parce qu'il n'y a rien à faire. Le simple fait de voir tout ça, ça fait bouger des choses. Ça fait Bienvenue bouger. sur la chaîne Vérité Intérieure, le nom aussi d'un des programmes que propose Fabien Delcourt, le créateur de la chaîne Épanescence. Dans cet échange centré sur l'énéagramme, on bouscule les idées reçues sur le changement. Nous allons parler des croyances à déconstruire, des positions à reprendre et surtout d'un retour à soi. Fabien incarne pleinement cette fameuse maxime: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bonjour à tous, bonjour Fabien. Bonjour Aurélie. Je suis très contente d'être là avec toi, chez toi. À domicile. Merci de m'accueillir. Je souhaite te découvrir un peu plus sur le sujet notamment de l'énéagramme, cet merveilleux outil de connaissance de soi. Alors que je connais beaucoup moins bien que toi, mais je trouve que c'est le meilleur outil effectivement de connaissance de soi. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu ensemble ce sujet au travers de mon prisme aussi. Déjà, peux-tu te présenter donc, au niveau professionnel, nous dire voilà, comment tu te qualifies, coach, formateur, accompagnant. Ouais, c'est toujours, comme je te disais, c'est toujours dur pour moi de me définir, de qualifier les étiquettes sur le pro, mais c'est vrai que c'est simple pour se représenter ce que fait quelqu'un. En gros, j'accompagne des individus sur le plan coaching, thérapie, des gens qui sont en recherche d'eux-mêmes, qui en ont marre de lutter contre eux-mêmes. Il y a autant le versant, je me comprends pas, je sais pas comment je fonctionne, je sais pas forcément qui je suis, je me sens bloqué, je me sens coincé dans des schémas qui se répètent. Tout autant que j'ai envie de mettre qui je suis dans le monde à travers l'entrepreneuriat, à travers une activité qui me ressemble, sans me travestir, sans m'enfermer dans des trucs qui ne me correspondent pas. Donc il y a ces deux volets vraiment introspectifs, personnels, et tout ce qui est libération, blocage, trauma, tout ce qui nous brime dans l'expression de qui on est, et le volet pro qui est souvent la suite logique, l'expansion de l'intérieur vers l'extérieur. J'accompagne les gens un peu dans tout ça, du coup ça fait tout est lié de toute façon. Voilà, ça fait un peu un bouli-boulga de coaching, thérapie, des fois mentoring, c'est un truc à ma sauce quoi. C'est très bien, enfin, c'est vrai que moi j'avais découvert plus ou moins par hasard tes vidéos, parce que déjà j'étais revenue sur le sujet de l'énéagramme, mais bon, les algorithmes m'ont proposé ta chaîne que, comme je te disais, c'est vrai que j'ai aimé parce que c'est drôle en même temps, enfin, c'est ludique. J'avais tellement vu de choses sur l'énéagramme, à chaque fois c'est très sérieux, même des fois tellement ennuyeux qu'on a envie de mettre sur le côté, alors que le sujet il est profond, il peut même être délicat à aborder, oui. Quoi. C'est clair. Et bon, toi, voilà. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est ta faculté de mettre de l'humour là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert en fait l'énéagramme, comment il est venu vers toi, comment tu es allé vers lui? Il y a eu deux rencontres. La première, c'est en 2016, quand j'étais dans mon époque frénétique du dev perso, où je lisais tout ce qui me passait sous le nez. Et un jour, je vois, je crois que j'en entends parler. Je pense que la première fois, ça devait être sur un forum de séduction où ça parlait de personnalité et de modèles de connaissance de soi et des autres. Et du coup, j'avais acheté 2 ou 3 bouquins dessus. Et j'avais rien compris, les bouquins étaient compliqués. J'ai cru que j'avais compris quelque chose, et je m'étais typé à l'arrache en m'étant rangé dans une case comme ça. Et je me racontais que c'était vachement intéressant, et du coup, je m'amusais à typer tous les gens qui passaient. Et puis après, ça s'est gentiment. C'était dans un coin de ma tête sans être au premier plan, on va dire. Après, ça s'est un peu oublié, tu vois. Il y a eu une seconde rencontre, parce qu'il n'y en avait que 2, en 2021, quand j'ai eu l'occasion de replonger dedans, dans une formation. Et là, je l'ai pris très très différemment. C'est-à-dire que dans la première fois, j'étais vraiment dans une approche mentale du truc, à essayer de comprendre, à être beaucoup dans la tête, à essayer de dire, ok, tel type, c'est tel fonctionnement, tel comportement et machin. Ce qui n'est pas du tout de ce dont parle l'énéagramme. Et en 2021, je l'ai vécu d'un autre endroit, depuis le cœur, où ça m'a vraiment percuté. Enfin, ça a eu un petit temps avant que ça me percute, mais je l'ai appréhendé vraiment différemment, avec quelqu'un qui maîtrisait bien. Et ça m'a amené à trouver mon vrai type, du coup. Et donc, je l'ai vécu très, très différemment. C'était beaucoup plus personnel, impliquant, ça m'a mis à poil, en fait. Ouais. Là où la première fois, c'était intéressant, c'était rigolo. C'était un petit jeu, comme tu pourrais utiliser n'importe quel modèle de process com, les 4 couleurs, ou de je sais pas quoi. Tu peux en discuter en soirée, c'est rigolo. C'est un peu comme ça que je le prenais. En 2021, je l'ai pas pris pareil. J'en parle avec légèreté, et c'est drôle et tout, mais... Et quand on le creuse avec ce niveau d'intimité avec nous, il y a forcément un moment donné où ça met une grosse claque dans la gueule.
Donc oui. c'était 2 rencontres. Ah non, c'est clair. Ça... Mais il a fallu passer pour moi par la première rencontre. Souvent j'observe que ça commence par une première rencontre un peu superficielle où on n'a pas compris, où on aime, au contraire on n'aime pas parce que c'est des cases, parce que c'est déjà prédéfini à l'avance, parce que je sais pas, il y a quelque chose de pas très agréable d'être rangé dans un truc. Mais quand après tu vois qu'il ne s'agit pas de ça, bah, ça le fait appréhender autrement. Non, mais c'est vrai, j'aime bien ce que tu dis avec cette approche mentale et celle qui va au-delà, parce que c'est quand même souvent les premières approches qu'on peut avoir, effectivement, le côté cérébral, mental, alors que c'est pas du tout ça. Donc ça demande vraiment de grosses qualités aux personnes qui vont enseigner, transmettre l'énéagramme, d'arriver par un autre biais, quoi. Enfin, c'est... Voilà, enfin, je sais pas comment l'énéagramme mental, c'est super facile. Tu as juste à lire des bouquins, à apprendre des trucs par cœur. J'en ai vu. Il y a beaucoup d'enseignants. Je n'ai pas la prétention d'en connaître plein, mais je connais un certain nombre d'enseignants, de près, de loin, des trucs qu'on m'a rapporté aussi, qui ont une vision qui sont très mentales. Et pas juste parce qu'ils sont en centre mental, mais parce que le truc n'est pas incarné. Dans le sens où ils sont. Je suis surpris, c'est pas des critiques, hein, mais dans des constats que je fais, que des gens peuvent transmettre l'énéagramme sans s'être confrontés vraiment dans leur structure égotique à poil, vraiment dans ce que ça implique. Et souvent qui n'en parlent pas de leur énéatype, qui cherchent comme à garder une forme de distance. Je comprends, c'est respectable, je trouve ça dommage. Ouais, ils racontent pas leur histoire personnelle, comment le vécu. Du coup, il manque quelque chose. Bah oui, oui. Bah, du coup, c'est pas incarné. Ouais. C'est un discours comme tu ferais une conférence devant une tribu de médecins, devant un parterre de médecins, tu viens expliquer pourquoi le gène RX32 il vient, voilà, et du coup tu fais un discours un peu scientifique basé sur des études et tout, donc t'as pas besoin de parler de toi, de ta vie, machin. Mais l'énéagramme, ça nous parle tellement d'autres choses que je vois mal comment on peut parler du modèle sans s'impliquer, sans parler de comment nous a touchés et qu'est-ce qui nous a fait voir de nous. Et là, si tu t'es pas transformé toi-même via l'énéagramme, tu peux pas correctement guider les autres dans cette voie. Je sais pas, je me raconte plutôt ça. Ouais. J'ai plutôt l'impression de ça. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que pour moi, comme je disais, il y a une approche très légère où on peut vraiment rester en périphérie. Parce que quand on plonge dedans, ça nous transforme. C'est même pas je vais me transformer avec l'énéagramme, c'est le fait d'aller me rencontrer à cet endroit où je me vois pas, ça ne peut que faire bouger des choses. Parce que c'est tout le propos, d'aller secouer la fourmilière en allant voir comment égotiquement, inconsciemment, je me suis structuré depuis tout petit. Donc ça bouge beaucoup de choses. Et du coup, forcément, j'en parle du coup pas du tout pareil que quand c'était du coup 2016, ça fait presque 10 ans. Quand à l'époque j'en parlais, c'était pas du tout pareil que quand j'en parle maintenant. Et c'est pas juste parce que j'en connais plus, c'est parce que je l'ai vécu. Je sais pas si ça répond. Si, ça répond, mais je sais pas, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de comment on fait pour plonger dedans et se voir avec ce type pour que ça parle un petit peu plus Ouais, bien sûr. Ça devient intéressant dès lors qu'on commence à aller gratter dans les zones de nous qu'on ne voit pas, enfin surtout qu'on ne veut pas voir. J'entends par là que l'énéagramme, il parle des motivations. Tu le sais, hein, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ça parle pas des comportements visibles, mais des motivations. Du coup, dès qu'on commence à gratter sur pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi dans cette situation j'ai réagi comme ça, pourquoi quand je suis en stress, quand on est en conflit, quand il y a une tension, je vais plutôt faire ça, d'où ça part en moi, qu'est-ce que ça dit de moi. Là, on commence à avoir des vraies questions, des vrais endroits sensibles dans lesquels creuser. Là, ça devient intéressant. Dès qu'on arrive un peu à un je sais pas, ce que je dis très souvent aux gens qui viennent à moi, c'est souvent on commence à gratter, à un moment donné t'as juste je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi sous stress je parle plus, je sais pas. C'est là que ça devient intéressant. Si tu ne sais pas, c'est que tu commences dans cette zone un peu floue de la partie immergée de l'iceberg, et c'est là que tu as tes réponses, parce que ça nous parle des motivations inconscientes. Forcément que tu les connais pas, forcément que l'énéagramme va t'amener à un endroit de toi que tu ne connais pas et que tu n'imaginais peut-être pas du tout, ce qui était mon cas. Donc c'est là où on va, comme l'iceberg, tu vas petit à petit rendre visible des faces que tu voyais pas et que tu voulais pas voir. C'est ce que tu appelles donc aussi retrouver son essence, le fait aller à cette rencontre. C'est, je sais pas, l'essence c'est plutôt ce que tu vas... Je réfléchis à voix haute. L'essence, c'est ce que tu vas voir émerger quand
quand tu lâches prise sur cette vision étriquée de la réalité. Je veux dire par là que tous les profils de personnalité ont leur vision tronquée sur la réalité. Je sais pas, tu prends un type 1 par exemple qui est câblé sur le monde est incorrect, il y a quelque chose qui cloche en moi et dans le monde, il faut corriger le monde. Donc fixation de perfectionnisme, donc de la colère à se battre toujours contre le monde parce qu'il n'est pas comme le monde n'est pas comme je voudrais qu'il soit. Là, je suis dans ma vision fantasmée de la réalité. Le monde devrait être comme je veux qu'il soit, ok ? Quand tu te détends sur ce sujet, parce que tu as vu tes motivations, tu apprends à te détendre, à te lâcher sur ces enjeux-là, de la colère, de la formation réactionnelle, de tout ce qui te met en lutte contre la réalité. Là, en lâchant, tu découvres l'essence qui est déjà là. Et dans l'essence, tu es beaucoup plus en lien avec la réalité telle qu'elle est, de la fameuse perfection de l'instant présent. La vie, elle est comme elle est, et il n'y a rien à changer quelque part. C'est un peu... l'essence, c'est quand on va un peu dévoiler notre fonctionnement et revenir naturellement à ce truc-là qui est déjà là. Là où l'ego, tu peux voir un peu comme une tache sur les lunettes, et tant qu'il y a cette tache, tu peux pas voir la réalité telle qu'elle est. Bref, je sais pas si... enfin, pour moi, en tout cas, c'est très clair. Ça. Ok. c'est retrouver l'essentiel au-delà des couches. Quoi. Et il n'y a rien à faire pour l'essence. J'ai longtemps cru que c'était un endroit où aller, tu vois, que c'était quelque chose à développer, à muscler. Je sais pas, j'utilise plus trop le terme d'essence parce que je sais pas, ça peut vite rajouter de la confusion. J'ai l'impression que il n'y a rien à faire pour ça. C'est juste que l'ego, c'est un voile qui est devant nos yeux, devant toutes nos perceptions, et ça nous empêche ça nous éloigne de juste la réalité telle qu'elle est. On va tout interpréter, tout juger, mettre des plus, des moins, des pour, des contre par rapport à notre vision. Lui, il est comme ça, elle est comme ça, ainsi de suite. Et plus on va prendre de la distance et voir clair sur nos filtres, plus l'essence pourra prendre de la place, parce qu'on est moins attaché à notre histoire, sur la réalité et nos prismes. Mais c'est déjà dur, ça. Hein. Mais je veux dire par là qu'on y tient, notre vision sur la réalité. Moi, j'y tiens. Quand je vois quelqu'un, je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il est con, mais alors lui... Mais elle, putain, mais quelle superficialité. Il y a une partie de moi qui croit dur, tu vois. Alors, à un endroit, j'ai bien conscience que c'est juste une histoire que je me raconte, c'est qu'un filtre que j'ai, c'est juste entre moi et moi. Mais oui. Enfin, ça aussi, je me pose cette question, parce que des fois, je vois aussi les personnages qui se jouent, mais je me dis, mais on ne peut pas l'enlever totalement, de toute façon. C'est... Pour moi, c'est ça, pourquoi vouloir l'enlever après, tu vois, je pense que c'est juste un endroit c'est au moins être au clair et savoir ce qui se passe. C'est ça. C'est ça, parce que si on veut l'enlever, on part déjà en quête, en guerre sur ok, ça veut dire cette part de moi elle est pas ok, donc la part qui juge et tout, on va la dégager. C'est vrai que ça part mal. Et puis de toute façon, j'ai déjà essayé, peut-être toi aussi. Souvent, vouloir éradiquer comme ça, le mental, il y a trop de pensées, alors j'essaie de le dégager, ou le jugement, ou machin. D'expérience, plus on essaye d'éliminer une part de nous, plus elle revient en force. Et moins ça marche en fait. On va juger le jugement. C'est ça. Et on rentre dans des boucles infernales. On ne pas se lâcher la grappe parce que t'as pas pensé à c'est positif aujourd'hui. C'est ça, moi, l'énergie dans laquelle j'étais il y a 10 ans, dans le contexte dans lequel j'ai découvert l'énéagramme, c'était ça. Hein. Pense positif, fais tes routines, discipline, réussis, reprogramme ton esprit, les croyances limitantes. J'étais à fond dans ce truc. Hein. Mais jusqu'à voir qu'en bout de course, qu'en fait... ça t'a fatigué plutôt qu'autre chose. Épuisé. Oui. Ah ouais. Maintenant, voilà, tu t'es accueilli, reconnu. Pas partout, mais de plus en plus. Oui. De plus en plus, ouais. J'imagine, ouais. Et quel est ton avis sur les écoles, les personnes, les courants, même qui peuvent utiliser l'énéagramme uniquement comme un test de personnalité qui serait comme pas plus loin, où on verrait pas plus loin que du développement, du développement personnel, mais je l'ai même vu comme une façon d'attraper le public pour une école qui forme dans des bilans de compétences, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Ah ok, du coup ça serait deux choses pour moi. Mais il y a déjà résumer l'énéagramme à un test de personnalité, c'est pas comprendre ce que c'est. Oui. Donc c'est juste pas un test de personnalité du tout. Le test peut être une manière d'essayer de s'approcher du type
Dans le processus de typage, on a la flemme, donc on va pas passer par un raccourci comme on aime bien dans notre époque. Du coup, le test est censé nous aider rapidement à avoir un résultat. Bon, c'est pas un scoop, ça marche pas très bien. En général, ça donne pas des résultats pertinents. Donc il y a effectivement ça. Donc l'énéagramme n'est pas un test de personnalité du tout. C'est un modèle qui nous permet de comprendre les motivations inconscientes des individus. C'est pas un test. Et après, ce que tu décris, effectivement, c'est un peu le côté perversion du modèle que j'ai beaucoup fait. C'est-à-dire utiliser l'énéagramme pour être meilleur, pour une vision très, très performative, en fait. Où tu vas utiliser, mais tout comme je dis souvent cet exemple, hein, le yoga, quand j'en ai fait, toutes les écoles de yoga pour être plus souple, être plus zen, et le yoga pour lâcher prise, la méditation pour arrêter de penser, pour détendre le stress, tout ça, c'est valable, ça fonctionne sur un plan de résultat. Mais pareil, c'est pas le propos de l'énéagramme d'essayer de. Mais je comprends que dans le monde moderne, pour intéresser les gens, on se dit. Il y a peut-être des gens qui se disent allons intéresser les gens en se disant vous allez être plus performant en entreprise, vous allez être plus zen, vous allez être plus détendu, etc. Mais c'est passé à côté du modèle et de ce pourquoi il est là, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est pas grave, moi j'ai pas. Moi je m'en fous, juste c'est pas mon approche. Mais franchement, chacun fait ce qu'il veut. Juste d'avoir bien la conscience. Encore une fois, on en revient à d'abord soi. Moi, d'où ça part? Qu'est-ce que ça dit de moi, le fait de parler de telle ou telle approche? Chacun voit midi à sa porte, quoi. Après, je me garderai bien de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oui, si ça existe et que ça fait du sens pour des gens et qu'il y a des gens qui sont clients, et du coup l'endroit où je trouve ça dommage, c'est que ça dilue le propos, et du coup il y a plein de gens qui passent à côté de ce qu'est l'énéagramme. C'est ballot. Je trouve j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi avec une amertume et une mauvaise expérience parce que j'en ai eu plusieurs de personnes, leur ex était formateur et c'était tellement utilisé à des fins de pouvoir, à des fins de t'expliquer toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, que du coup tu m'étonnes que tu aies une expérience désagréable de la chose, c'est sûr. Ouais. Donc il y a des gens qui ont besoin de revivre et souvent c'est le cas, des gens qui viennent après sur Épanescence, ils ont besoin de vivre une autre expérience de l'énéagramme pour voir que mais en fait c'est pas forcément enfermer des gens dans les cases, c'est pas forcément faire de l'étiquetage et juger les gens à partir de leur type. En mode ah oui mais toi c'est parce que t'es 2 que tu fais ça, ah oui non mais toi t'es 3 forcément t'es chiant, ah toi t'es 7 tu t'engages jamais, enfin ouais c'est il y a des gens qui font ça et du coup c'est pas vraiment l'énéagramme. Oui c'est vrai que je me questionnais parce que je trouvais ça dommage quand j'ai vu ça. J'ai l'impression que c'est très superficiel comme approche, mais en même temps ça peut peut-être donner envie d'aller plus loin aussi. Donc, ça peut être ça peut être une porte d'entrée, c'est les petites classes, mais c'est effectivement c'est rater le cœur de la cible, ça c'est sûr. Juste d'en avoir conscience. Il y a tellement plus de modèles pertinents ou d'outils quand on veut être dans du performatif, quand on veut se dépasser, casser nos croyances ou faire je sais pas quoi. Il y a tellement des modèles plus utiles que l'énéagramme pour ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui nous parle. Enfin, l'énéagramme va nous parler d'autre chose qui est quand même bien plus nourrissant, mais il faut que le timing, faut que ce soit juste. Faut qu'on soit prêt pour ça parce que ça peut tout dévaster dans une vie. Hein. Quand tu t'es construit sur un château de sable et qu'il y a la grosse vague de l'énéagramme qui vient faire effondrer ton château, t'as plus rien, ça te fait péter tes illusions. Donc c'est là où je dis, c'est pas à prendre à la légère. Oui, on peut rigoler dessus et en parler avec légèreté, évidemment, mais il y a un fond qui peut être très violent pour beaucoup de gens. Hein. Donc c'est pour ça. Bien sûr. De fait, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu es formé ou est-ce que tu utilises donc d'autres méthodes de libération émotionnelle, d'accompagnement quand tu es face à ce genre de situation où tu vois la personne où toutes ses illusions s'effondrent, tout son monde s'effondre? Comment tu accompagnes ça? Est-ce que l'énéagramme suffit en lui-même parce que tu trouves les moyens avec ça, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes que tu peux utiliser? Ah oui, c'est sûr. Pour moi, l'énéagramme, c'est un modèle plus explicatif. Ça développe pas. Ça n'a pas volonté à développer ta présence aux autres, ton empathie, ton écoute. C'est pas un outil de libération émotionnelle. C'est pas un outil d'accompagnement en tant que tel. C'est une grille de lecture qui va faciliter énormément plein de choses. C'est clair. Mais moi après j'ai plein d'autres trucs. J'accompagne essentiellement un maximum par ma présence. Donc après, chacun ses modèles. Moi, la CNV m'a beaucoup touché à cet endroit. D'autres outils de libération émotionnelle en passant par le corps,
d'autres approches émotionnelles. Moi, je fais un petit matambouille, quoi. Mais ouais, l'énéagramme permet de pointer des choses, ça aide aussi à questionner aux bons endroits. Tu vois, si je sais que j'ai une personne qui a une structure émotionnelle, à chaque fois les mêmes zones de tension vont revenir, hein, sur l'image, sur qu'est-ce qu'on pense de moi, le regard des autres, sur le côté un peu narcissique, tu vois, de l'image, du regard des autres, de la sensibilité, du thème identitaire. Ça resserre tellement le faisceau que pour un accompagnant, c'est hyper aidant de voir ça. Mais après, ça te donne pas forcément les billes pour dire, ok, bon, ben d'accord, j'ai un type 2 qui a un problème avec l'image, avec recevoir l'amour, j'ai un type 4 qui a un problème avec sa propre, comment elle se perçoit, ou sur ce genre de choses. Ok, mais comment on accompagne concrètement? Ça suffit pas, quoi. Enfin, ouais, il faut d'autres outils. Ouais. C'est juste pas l'objet, tu vois, d'accompagner. C'est clairement une énorme. C'est comme si tu as une loupe. C'est juste que ça te facilite le travail. Oui, quoi. oui. Ouais. Mais ça fait pas tout. C'est pas un outil magique non plus, quoi. Et alors, pour faire le lien avec un outil que personnellement j'utilise en accompagnement en libération émotionnelle, qui s'appelle, c'est un peu compliqué comme nom, Activation et transcendance de l'énergie primordiale. Donc l'acronyme c'est PEAT, P-E-A-T. Okay. Et c'est vraiment retrouver son unité et son centre par le biais de reconnaissance des polarités qui sont à l'intérieur de nous. Okay. Et donc pour faire le lien avec l'énéagramme, est-ce que tu peux voir des polarités vraiment marquées et présentes chez certains types? Par exemple, dire contrôle, abandon, la fuite avec un besoin de fusion, enfin voilà, des choses comme ça. Eh bien oui. Mais j'ai envie de te dire chez tous les types. Mais oui. Ouais. Parce que dans l'énéatype, qui décrit essentiellement comment fonctionne un ego, avec un peu de 9 familles d'ego, pour rester un peu grossier dans le simple, l'ego est naturellement polarisé. C'est-à-dire que chacun a son sujet de tension. Le 1 a son gros sujet de tension autour de la colère et le monde devrait être comme ça, et donc sur le contrôle, qui est plus un thème de centre instinctif, mais pas que. T'as d'autres gens qui sont pas du tout dans l'instinctif, qui peuvent être très bons tendance à contrôle. Mais juste que on est tous contenus et crispés. Le 6 sur la sécurité, le 9 sur le conflit. Du coup, il y a une hyperpolarisation qui se fait, effectivement. Aller vers le 7, s'éloigner très très fort de la colère, partir dans les fantasmes, dans le plaisir. Le 6, je l'ai dit, sur la sécurité, etc., etc. Chacun est tendu et polarisé sur un thème particulier, sur plusieurs thèmes. Et ce que tu décris là, je connais que de nom, cet outil-là. Mm-hmm. Et tous les modèles, enfin tous les outils d'accompagnement, j'ai l'impression, ont ce principe d'aller chercher à détendre le système, d'aller chercher à dépolariser, justement, à ramener une forme d'équilibre, ou en tout cas de détendre le slip, parce qu'on est tous, quand on est identifié à notre truc, on est profondément tendu. Et c'est parce qu'on est tendu, tension émotionnelle, tension physique, tension mentale, passion, fixation, tous ces mécanismes-là sont des endroits contractés de nous. Et du coup, il y a juste besoin d'amener un peu de voir les tensions, ça amène justement de la détente. Ouais. Là, quand j'étais... il y a plus de 10 ans, là, quand j'étais allé voir un posturologue, il m'avait dit t'es vachement tendu là, des mâchoires, des trapèzes et tout. Alors il m'avait donné des petites gommettes à coller sur mon rétroviseur, je l'avais mis sur mon téléphone, pour avoir le reminder, le rappel de conscience quand je vois la pastille de check ta mâchoire et check tes trapèzes. Et ça marchait, ça? Juste de notifier. Bah ouais, carrément. Ah ouais. Parce que du coup, quand j'y pensais. Mais du coup, vu que c'était un élément inhabituel dans mon champ visuel, je vois la pastille, ça me ramène la conscience dans le corps, je fais ok, ah ouais, c'est tendu. Et j'ai pas besoin de détendre, juste constater la tension amène la détente. Donc il y a un truc comme ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je disais, juste aller à la rencontre de moi avec l'énéagramme, ça va détendre des choses. Puisque je mets mon regard sur des tensions. Donc il y a déjà des trucs qui lâchent. Ouais. Mais c'est effectivement tout le propos, je te rejoins complètement. Oui, et c'est vrai que de ce que je connais moi de l'énéagramme, j'ai pas entendu parler du corps, justement. Toi, est-ce qu'il y a un rapport au corps, mis à part les connaissances qu'on peut y amener de l'extérieur, comme ce que tu viens de me dire comme exemple t'as tout travaillé sur les instincts. Hein. Les instincts, c'est ancré dans le corps. Ouais. Et le centre instinctif, c'est le rapport au corps. Donc, bien sûr qu'il y a la dimension du corps dans l'énéagramme. Et ça amène de la finesse, même le travail sur les instincts.
qui à la base n'est pas l'énéagramme. Hein. Les 3 instincts, c'est autre chose, instinct sexuel, social et conservation. Ça parle d'autre chose, c'est la théorie des instincts. Mais il se trouve que ça se greffe particulièrement bien avec l'énéagramme parce que effectivement, c'est ce qu'ont développé certains avec les sous-types. Ouais. Même si on devrait parler de variantes instinctives, parce que c'est pas des sous-types, mais c'est une question de sémantique. Mais du coup, ouais, ça parle carrément du corps aussi, bien sûr. On peut pas faire sans le corps, quoi. C'est là que sont toutes les informations aussi. Ouais, bah oui, tout à fait. Bien sûr. Bah, c'est pour ça que même quand tu veux juste typer, ou à n'importe quelle étape, en fait, mettre la conscience sur le corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps, mais ça aide pour le processus de se typer, de se rencontrer. Moi qui ai une structure émotionnelle, centre de l'image, centre émotionnel, dès que je vais croiser des gens, il y a des tensions dans mon corps. Je le vois. Et si je vais regarder factuellement ces tensions et que je creuse dedans, ça me parle de quoi? Ça me parle de l'image, qu'est-ce qu'on pense de moi et tout. Donc, et ça, ouais, c'est dans le corps, bien sûr. C'est dans les ressentis de toute l'époque où je faisais des prises de parole en public, à Toastmaster, des discours, des machins. Ce que ça fait vivre à l'intérieur d'intensité, c'est hyper intéressant pour me connaître, ce truc-là. Là où avant, je pouvais essayer d'éliminer l'inconfort en me disant oh, putain. En fait, je vois juste que ça parle de. Enfin, si juste je regarde comment c'est, au lieu de chercher à l'éliminer, ça me renseigne beaucoup sur qu'est-ce qui me tend, qu'est-ce qui me crispe, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de moi, pourquoi ça génère ça. Et en termes d'introspection, c'est hyper aidant. Et puis après, pour cesser la petite guerre intérieure aussi. Ouais, complètement. Ouais, j'ai envie de te poser une question, même si je me doute de la réponse. Mais on est là pour ça, je crois. J'espère que tu vas m'étonner quand même sur la réponse. Est-ce que tu, à force de connaissance des catégories, des types d'énéagrammes, tu pourrais justement distinguer un type juste en regardant le rapport au corps de la personne, le rapport que la personne a avec son corps? Ou est-ce que tu connais des gens qui arrivent à avoir ça? C'est par exemple le rigide ou le... Ah attends, tu veux dire avec quoi? Avec le rapport au corps ou avec depuis la posture Oui, voilà, enfin les deux en fait. En regardant même temps. des gens. Ouais, la façon de se comporter, se tenir, ou même leur propre aussi rapport avec leur corps. Quoi. Enfin pour moi c'est lié en même temps. Oui, c'est sûr. Mais... la façon dont on se tient parle tellement de nous que ça donne des indices. Donc moi je m'amuse bien à ça. Parce qu'en même temps, je sais que tu dis, on peut pas on peut pas dire à une personne tu es comme si tu es comme ça. Non, c'est sûr. Donc, mais ça n'empêche pas de le faire dans sa tête. Ouais. Moi, je m'amuse quand même à typer des gens sans leur demander leur avis, mais je vais pas leur dire, je vais pas leur imposer ma vision. Je peux me tromper en plus. C'est surtout un jeu entre moi et moi, ou entre moi et Mégane, entre moi et des amis, où on s'amuse à typer. Mais du coup, pour te répondre, oui et non. Mais il y a des gens chez qui c'est évident, c'est obvious. Je vois même je m'amuse, c'est pas du tout scientifique, mais basé sur mon expérience, c'est de voir, il y a des patterns de visage qui se répètent. Des patterns de genre, je fais ok, mais ça c'est du... Et je peux me tromper. Mais il y a des patterns de deux que je vois se répéter. J'ai des femmes neuves qui ont ce type de visage. J'en ai vu plusieurs fois, vraiment, un visage très 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 proche. Donc c'est assez marrant. À la salle de sport, sans qu'il ait parlé, j'ai vu qu'il était 8. Mais avec énormément de probabilité de me tromper. Juste parce que le non-verbal suffit pas, mais ça donne beaucoup d'indices, bien sûr. Comment tu te tiens, est-ce que tu pas la tête, le regard, c'est tout le truc du non-verbal, la science. Il me semble que c'est une science de la synergologie. C'est tout ça. C'est hyper hyper intéressant et ça donne plein d'indices. Alors clairement pas dans tous les cas, mais souvent ça me donne déjà des indices intéressants. Enfin souvent. Il y a quelques personnes. De temps en temps, je me dis ok. J'ai un flash, ça c'est sûr que c'est tel type, même si je peux me tromper. Pour la plupart des gens, ça me donne des indices, de manière globale, sans que je sois certain, ça me donne des indices, et pour quelques personnes, aucune idée. Donc, voilà. Mais ouais, souvent, c'est un renseignement très très fort. Ouais. Bon, venons à l'origine maintenant de notre type. Est-ce que tu peux nous dire comment il naît en fait le type? Est-ce que c'est lié vraiment à une blessure, une faille qui est arrivée et qu'on s'est constitué autour des comportements, forcément autour de l'environnement. Enfin, comment est arrivé notre type? Eh ben, je sais pas. Ah oui. Ça, on sait pas. Il y a plein d'hypothèses. T'as l'école de ceux qui disent que c'est inné. T'as l'école de ceux qui disent que c'est une blessure dans l'enfance.
et tu as peut-être un mélange de tout ça. En vrai, j'en sais rien. J'ai ma petite idée sur la question, mais j'ai aucune certitude. Parce que là, on pensait que les vrais jumeaux... J'avais vu à la base les Chabreuil qui disaient, ceux qui ont beaucoup popularisé en France l'énéagramme, disaient que les vrais jumeaux étaient systématiquement de même énéatype. Et puis j'ai entendu d'un pote qui a analysé, je crois que c'était une étude, où justement il était question que même chez des vrais jumeaux, il n'y avait pas les mêmes types. C'est emmerdant, du coup. Parce que t'es censé, si c'est génétique, ça veut dire que le noyau à l'origine des deux jumeaux, bah, c'est censé donner le même énéatype. Bah non. Donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, pas de certitude. Pour moi, c'est l'incarnation. C'est ce que tu as besoin de vivre. Mais pour moi, ça se fait pas dans l'enfance. Ça se fait dès l'incarnation. J'ai eu ma petite nièce qui a un peu plus d'1 an. Depuis quelques années, je vois un peu des mioches. Je suis dans l'âge où, du coup, les gens autour de moi commencent à avoir des enfants. Et quand tu vois des enfants de 2, 3, 4, 5, 6 mois, il y a déjà quelque chose. Et j'avais fait un article là-dessus sur l'épanescence. Dans les années 50, je crois. T'as 2 chercheurs qui ont observé des enfants entre 2 et 6 mois et qui ont catégorisé en 9 tempéraments. Ils connaissaient pas l'énéagramme. Après, t'as des auteurs qui ont fait le pont avec la rythmicité, avec le seuil de réactivité, avec un certain nombre de critères qu'ils ont donc appelés 9 tempéraments, qui après ont été connectés à l'énéagramme. Je connais pas assez de gamins et j'ai pas moi-même fouiné pour faire ces corrélations, mais c'est intéressant. Pour moi, c'est présent dès le début. Et après, vu que c'est les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, ceux qui disent que du coup il y a une blessure avec... Effectivement, tu vas souvent voir que chez les 6, il y a un problème. Le point de tension est par rapport à papa, chez le 3 par rapport à maman. C'est tout le lien après avec les figures parentales. Ça nous parle des... Comment ça s'appelle? C'est les types ornévianes en anglais. C'était de Karen Horney, si je me trompe pas. T'as les réactifs, t'as les proactifs. C'est des trucs que je maîtrise moins. Mais, parce que pareil, t'as plein de théories là-dessus. Mais du coup, pour pas me perdre dans les explications, juste, on peut imaginer que c'est présent dès le début et que juste ça colore tellement tes lunettes que effectivement dans ton enfance, après, tu vas voir exactement ce que tu as besoin de voir et tu vas prendre cette situation. Je sais pas, j'en sais rien, t'es tout seul au supermarché et il y a maman qui est pas là, et du coup tu pleures et du coup tu crées une blessure avec maman d'abandon ou je sais pas quoi. Mais on peut se dire que c'est déjà en latence. Si l'énéatype est déjà là, la structure égotique elle est déjà en partie là, c'est censé se faire entre 0 et 2 ans. Mais après, bon, on tente de modéliser un truc qui est vivant, donc c'est compliqué de répondre définitivement. Juste, on a des pistes, tu vois. Ouais. Mais par contre, ça me fascine ce sujet. S'il y a des gens qui ont des infos, t'obligez pas, vous pouvez le dire en commentaire ou m'envoyer un message, parce que ça reste fascinant de se dire d'où ça vient, machin. Ouais, c'est clair. Je sais pas, franchement, mystère. Ouais, il faudrait des recherches extrêmement poussées pour avoir une vraie réponse, mais encore moins. C'est bien utile de toute façon, mais c'est vrai on peut garder la part de mystère aussi. Ce qu'on disait aussi, quelque part l'ego va se construire sur une base qui est plus ou moins donc en résonance avec une âme qui vient s'incarner. C'est vrai que pour te répondre, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le principe de base, c'est qu'il y a un réel qui est beaucoup trop complexe pour être appréhendé par un système nerveux immature. Du coup, même quand on est adulte, je veux dire, il y a beaucoup trop d'infos. Si on imagine les milliards et les milliards d'infos qu'il y a chaque seconde, de sons, de lumière, de sensations, de machin, les cellules, il y a tellement de stimuli. Du coup, le principe de base, c'est que le système nerveux, il fait un choix dès le début pour décider un centre préféré qui va permettre de filtrer déjà le réel sous un certain prisme. Et du coup, c'est là que tu vas décider ton centre préféré mental ou émotionnel ou instinctif. Ça va déjà filtrer pour comme on disait avec cette notion de polarisation, elle commence là. C'est-à-dire des infos qui vont être privilégiées et d'autres qui vont être mises sous silence, qui vont être un peu anesthésiées. Parce qu'il faut bien, pour le système nerveux, pour survivre, il faut bien faire un choix, quoi. Sinon, ça fait trop d'infos, ça pète. Et si on regarde... Sinon, on reste dans la vacuité, simplement, quoi. Ce qui est sympathique, mais bon... on est quand même là pour être incarné. Et aussi, oui. Et c'est là que c'est marrant, c'est qu'en fait, même les gens qui connaissent pas l'énéagramme ou qui n'y croient pas ou quoi, il suffit de regarder autour de nous. Tu verras des gens qui ont une dominante émotionnelle, qui ont une dominante mentale, qui ont une dominante instinctive, dans 100% des cas. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas une dominante comme ça. Il y a toujours un centre préféré, c'est fascinant. Ça peut poser 1000 questions, mais il y a ce constat qu'on peut faire et qui est incroyable. Ouais, c'est dingue.
Merci. Voilà. Donc je n'ai pas trop répondu parce qu'on ne sait pas trop, mais quelques pistes quand même. Oui. Et donc maintenant, d'un point de vue beaucoup plus général, d'un point de vue de la société, parce qu'on traverse toujours, même j'ai envie de dire, j'ai l'impression de plus en plus des crises de plus en plus présentes. Est-ce que l'énéagramme peut être un outil pour nous aider à traverser les phénomènes qu'on voit à l'extérieur de nous et sur lesquels on n'a aucune prise, mais d'un point de vue vraiment sociétal, quoi. T'as un exemple Non, je sais pas, par exemple, si je te parle d'éco-anxiété ou alors d'une guerre qui est à quelques kilomètres de nous, voilà, on ressent l'angoisse et on se pose beaucoup de questions là-dessus, quoi. Enfin, est-ce que je peux me servir de l'énéagramme pour m'aider à évoluer par rapport à ça, par rapport au monde? Oui, dans la mesure où ça me parle de moi et de comment je fonctionne sous stress. Enfin, alors ça peut parler aussi de l'évolution, de l'élévation spirituelle ou je sais pas quoi. Mais l'énéagramme décrit particulièrement bien les mécanismes de l'ego et comment ça va, comment la présence en moi va s'assombrir, comment les nuages vont arriver et il n'y aura plus le soleil et du coup je vais basculer sur un certain mode. Ça me décrit parfaitement ça. Moi, ça me décrit très parfaitement sous stress qu'est-ce qui va se passer en fait quand je suis activé dans mes trucs. Comment ça se déroule. Donc effectivement, j'irai même plus loin, c'est que ça aide à avoir énormément de clarté sur les transhypnotiques, nos transhypnotiques préférés. Les transhypnotiques, c'est tous les endroits où on n'est pas présent à la réalité telle qu'elle est par définition. Je peux être dans une transe de progression en âge, dans une image future d'un futur horrible, parce que par exemple, prenons éco-anxiété, tu dis, imaginons tu as un discours médiatique qui te fout la pression pour pas prendre l'avion au hasard, pour pas prendre l'avion, pour pas manger de viande ou des choses comme ça. Du coup, toi, tu prends l'avion, tu manges de la viande, plus ou moins. Et donc, il y a une culpabilité, il y a une pression que tu te mets. Et ça peut t'accentuer dans ta pente. Si tu es type 1, tu peux te surresponsabiliser, te dire « Ah putain, il faut arrêter de faire ça et machin ». Et du coup, tu vas te couper d'une part de toi qui a envie d'avoir du plaisir, qui a envie de juste vivre. Pour être une bonne personne, tu vas te couper de ça. Ou si tu es un 3, tu peux faire un objectif de « Moi, je vais être le plus écolo possible ». J'ai eu cet objectif. Et tu vas te mettre la pression pour essayer d'être mieux de ce point de vue-là. Si tu peux avoir plein d'autres exemples sur peu importe l'énéatype, mais effectivement, du coup, ça peut nous montrer à quel endroit ça nous fait aller dans notre pente. En fait. Donc, dans tous les cas, c'est très éclairant pour avoir aussi une conscience des enjeux, autant chez nous que chez l'autre. Parce que si tu parles d'événements qui peuvent se passer, ça peut être un discours politique qui crée ça, ou je ne sais quel youtubeur ou quel journaliste. Oui, là-bas, c'est juste une information. Après, voilà. Comment la prendre ? C'est là où tu peux écouter le propos de la personne. T'écoutes un Emmanuel Macron, t'écoutes un journaliste, t'écoutes un tel qui parle du vaccin, et tu vas, en ayant la conscience d'où il parle lui, parce que plus toi tu te connais, plus tu sais ce qui se joue en toi, donc t'as beaucoup plus la conscience du centre émotionnel, du mental, de l'instinctif. Moi j'ai conscience de mes peurs, mes machins, je sais mes zones de tension, je sais par où je peux me faire embarquer, si tu veux, dans la peur, l'angoisse et tout. Du coup, je vais être pas dupe, ou beaucoup moins dupe, je peux me faire avoir des fois comme tout le monde, mais je vais pas être dupe 90% du temps, parce que quand j'ai vu arriver les trucs en 2020-2021, les discours anxiogènes et compagnie, mais du coup je vois clair dans ce jeu-là, je vois les transhypnotiques qui sont les leviers de manipulation qui sont utilisés, c'est très intriqué avec l'énéagramme, parce que du coup ça te montre sur quoi on va appuyer, sur les bas instincts, sur de la peur, sur de la pression psychologique. Et donc ça peut me révéler autant moi comment ça va réagir sous stress, et ça peut vachement m'aider aussi quand je vois des gens parler à voir d'où ils parlent et quel est leur mode de perception de la réalité. Et du coup ça me fait prendre l'information dans un certain contexte. Ouais. Parce que si tu prends juste l'info, ça peut t'activer quelque chose, mais comprendre que là celui qui parle, il est 6, donc il a une base sur la peur, ça veut dire qu'il est extrêmement, il est angoissé, il vit dans un monde qu'il ne peut pas expliquer, ça veut dire qu'il va chercher à se rassurer avec... ça permet de vachement mettre de la nuance et de la finesse, tu vois ce que je veux dire Ouais, déjà tu prends la distance par rapport aux peurs des autres aussi. Après pareil, si c'est ta famille, tes amis et tout, tu vois les énéatypes de chacun, ça permet de relativiser. Je suis pas forcément fan de ce truc de relativiser, parce que ça peut être tenté de se dire ok, je ressens de la peur et non mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que lui il est 6. Ça peut être chercher à faire un déni de ce que je ressens. Mais ça serait le 9 du coup. Non, pas forcément. Non, tout le monde peut faire du déni et relativiser.
souvent c'est des gens qui ont du mental bien présent, en mode je vis quelque chose et je me raconte que... mais je gère. Non, mais il n'y a pas de raison de ressentir ça. Pourquoi souvent, il n'y a pas le stimulus nécessaire pour que je sois triste ou que j'ai peur. Non, c'est pas normal. Du coup, comme s'il fallait qu'il y ait un événement important pour que je sois triste ou en colère. Machin. Bref, c'est un autre sujet. Mais donc, ça ramène de la finesse et de la complexité dans un monde qui a perdu beaucoup en nuances. Parce que du coup, tu n'entends plus juste un propos, tu entends quelqu'un qui parle depuis qui il est. Et du coup, tu prends pas du tout pareil l'info, en fait. Si tu prends quelqu'un qui va dire le même propos de faites-vous vacciner, vous avez des dangers, il faut. Ok, je peux entendre cette info et ça peut si j'ai pas du tout la conscience de moi, de machin, je peux réagir depuis mon mode automatique et mode ok, il faut. Et là, ça part en attaque, en fuite ou inhibition. En attaque, va te faire foutre, je fais ce que. Non. En fuite de oulala, et j'ai peur. Et en inhibition, je me coupe complètement de moi et je vais à l'abattoir, quoi. Je caricature. Mais du coup, les trois réactions au stress. Si j'ai beaucoup plus de lucidité sur, ok, lui il dit le même message, mais du coup j'ai conscience, ok, il parle de là, son objectif là ça dépasse un peu l'énéagramme, c'est aussi, c'est quoi son objectif de communication, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que, pareil, d'où ça parle en termes d'énéatype, mais d'où ça parle, c'est quoi son intention, c'est quoi son projet là. Mais ça permet tout de suite d'être beaucoup plus détendu et de rester centré. Donc, mais en premier lieu, je te dirais que c'est surtout à l'intérieur pour garder au maximum ce centrage. Parce qu'effectivement, le quotidien va nous être très généreux en situations qui vont nous décentrer. En stimuli qui vont venir nous chercher. Donc plus je connais ma pente et les zones qui sont sensibles chez moi, moi par exemple les thèmes autour du regard des autres, autour de l'image, de l'identité, ce que je t'ai dit, mais du coup je connais mes thèmes, je sais je sais l'endroit sensible chez moi, donc je vais en prendre soin et je vais être vigilant quand je vais être déclenché là-dessus. Sur la peur, je peux être aussi déclenché sur certains trucs de peur, du futur, du machin. Donc je suis vigilant à ça, tu vois. Et après ça dépasse un peu le cadre, mais c'est tout ce qui est connaître les leviers de l'ingénierie sociale et les trans hypnotiques, mais c'est très très relié à l'énéagramme parce que du coup tu verras que chaque type énéagramme a ses trans préférés, entre celui qui fait une amnésie du passé et des problèmes, celui qui veut pas voir, celui qui est comment on appelle ça, qui voit juste pas les éléments de faiblesse et les éléments de vulnérabilité, celui qui se coupe de ses émotions, ainsi de suite. Tu as des trans hypnotiques qui font que on va être plus ou moins sensible à certains discours, à certains enjeux, sans s'en rendre compte. D'où la connaissance de soi, encore une fois. Ouais. Enfin, de ce fait, un excellent outil de connaissance de soi, mais aussi des autres et du monde. Et des autres, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et voilà. Je vois à quel point, au plus je vais profond en moi, dans ma connaissance, dans les recoins de ma psyché, plus je vois pareil chez les autres. Plus ça me donne accès à ce même endroit. Il y a comme une compétence, mais quelque part un peu. C'est comme une compétence transférable. Si tu fais du sport, tu vas faire du gainage ou des mouvements fonctionnels tous les jours, là, toute l'année. Le jour où tu vas te mettre, j'en sais rien, au tennis ou à l'escalade, c'est une conférence. Le mec qui fait faire du blabla. C'est une compétence transférable. Je vais faire de l'escalade et je vais avoir plus de gainage. Voilà. Donc là aussi, c'est transférable. Tout ce que je connais à l'intérieur de moi et tout ce que j'aurais détendu même du point de vue émotionnel, du point de vue pathos, de ce qu'on fait tous les deux en libération émotionnelle et compagnie, tout ça, je ne veux pas dire c'est transférable au sens où, en fait, toutes les infos qui vont m'arriver, je ne vais pas les recevoir pareil. Parce que mon verre sera moins plein par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas du tout fait d'introspection et qui n'a pas du tout conscience de son système nerveux et tout. Le moindre gramme va faire déborder son verre et en veux-tu en voilà que là, tu te fais embarquer, quoi. Oui. Je sais pas, ça m'a ramené à un autre sujet. Donc. Vas-y, si tu veux. Non, c'était autre chose. Je me disais que parfois, même quand on arrive à bien se connaître et à connaître certaines situations, parfois on se laisse se surprendre soi-même par des débordements. Quoi. Voilà. Et évidemment, je dis pas que tout est sous contrôle et qu'une fois que tu connais ton type, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Oui. C'est aussi faire le deuil de notre capacité, le deuil du contrôle, justement. Il y a plein de trucs on contrôle pas grand-chose, en fait. Justement, ça nous aide de plus en plus à lâcher les fausses certitudes, les croyances, les trucs sur lesquels on se repose et on se dit que c'est comme évident. On se repose sur le fait que, j'en sais rien, que je suis en bonne santé, que mes proches vont pas mourir, que la société dans laquelle je vis, elle est stable. On se crée comme ça inconsciemment
une forme de continuité, de trucs figés, où c'est bon, la vie elle est comme ça, ma santé, ma famille, machin. Sauf que le réel n'a de cesse que de nous ramener que, ben non, ça se pète la gueule à n'importe quel moment. T'as un tel qui a 40 ans qui a fait un infarctus, t'as un enfant qui s'est fait renverser par... Voilà, t'as une campagne massive pour vacciner des gens. Enfin, t'as des trucs comme ça qui arrivent, qui sortent du chapeau, une guerre qui se déclenche et qui envoie tout bouler. C'est le signe noir. On s'y attend pas et ça change tout. Et donc, effectivement, là, contre ça, quand ça arrive, ben, en fait, tu fais juste face à tes limites. C'est ce que disait Marie-Estelle Dupont, une psy qui traîne beaucoup, qui passe beaucoup dans les médias depuis quelques années. J'aime beaucoup son propos. Elle dit ça justement que elle est psy depuis bien des années. Elle a fait un travail sur elle de malade. Elle vient de loin et elle explique à quel point, même elle entre guillemets, qui a beaucoup plus de ressources que beaucoup d'êtres humains. Quand tu es dans un contexte anxiogène où on te fout la pression pour te faire injecter, sinon on t'exclue et machin, il y a des enjeux, il y a des conflits familiaux, ça pète de tous les côtés, bien sûr que tu es dépassé, quoi. Bah oui, bien sûr. On reste un être humain, quoi. Bah oui. Et du coup, dans un monde un peu bordélique, avec de plus en plus de complexité et de chaos, forcément qu'il y a plein de moments où c'est hors de contrôle et où on se fait happer, c'est sûr. Mais disons que si on connaît notre type et qu'on a plus de ressources, on se fera moins embarquer. Pas tout le temps, mais... Oui. Ouais, mais c'est après déjà... aller mettre un pas de recul et... Il y a déjà un gain à cet endroit-là, si tu veux. Pour moi. Bah oui, j'ai envie d'espérer que pour moi aussi, en fait. Humblement, depuis mon prisme. Mais je constate que c'est mon cas, que c'est celui de ma compagne, de la plupart des gens que j'accompagne. Je constate que c'est pareil. Hein. C'est que ça augmente le degré de flexibilité et de liberté à l'intérieur. Il y a plus de mobilité quand tu prends un choc dans ton système. Il y a plus de ressources pour l'intégrer, ce truc-là, au lieu de tout de suite être écrasé, brisé et juste basculer en anesthésie et en zombie, quoi. Il y a plus de vie, un peu, quelque part. Ouais. Mais voilà, c'est un long chemin, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un long processus et c'est là où la CNV m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'amener encore et encore de l'empathie dans mon système, dans tous les endroits. Là, j'y arrive pas, là, je suis en colère, là, je suis triste, et je m'amène de la douceur, de l'empathie, de l'accueil, encore et encore et encore, en perfusion. Hein. Parce que vraiment, dans ce monde moderne, il y en a tellement besoin. Ouais, vraiment, carrément, hein, ça c'est clair. Et quel serait le risque de se cacher derrière le type qu'on vient de découvrir, tu vois, de se trouver, je me dis par exemple, bon, je vais prendre le 1 parce que c'est le premier, mais voilà, j'ai trouvé que je suis 1 et de ce fait je vais justifier tous mes comportements par rapport à ça. Enfin, c'est pas le but justement de ça, c'est bien d'aller au-delà Ouais, Est-ce qu'il y a des tournements justement qui peuvent être inconscients ou conscients ou inconscients de l'énéagramme, et quels sont les risques alors? Plein, sinon ce serait pas drôle. Après, les risques, le principal risque, c'est de se fourvoyer. C'est jamais que ça, c'est de passer à côté. C'est pas si grave que ça. C'est quand même passer à côté de l'essentiel. Mais t'as beaucoup de gens qui vivent toute leur vie comme ça et ça va. Enfin, c'est pas. Oui, ça va. Dans l'absolu, voilà, si on n'est pas conscient, on peut vivre quand même comme ça, quoi. Juste qu'on rate l'essentiel. C'est un peu, c'est-à-dire soi-même. Et la vie dans toute la profondeur qu'elle peut nous donner accès. Mais ouais, bien sûr, ce que tu pointes là, c'est un écueil classique, c'est de s'accrocher. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, j'imagine ce qui me vient spontanément, une sorte de sentiment d'identité qu'on a besoin d'accrocher à l'énéatype. Et du coup, mais il y a une étape dans laquelle on s'identifie à l'énéatype. L'énéatype étant déjà une identification au centre. Tu prends l'exemple du 1. C'est l'instinctif intérieur, mon centre instinctif tourné vers l'intérieur, le contrôle que j'ai sur moi, mes idéaux, mes valeurs, mes principes, des tripes. Le type 1, c'est l'identification à ça. Si je découvre l'énéagramme et que je me type en 1 et que ça je trouvais et qu'en plus je m'identifie à mon énéatype, c'est une double identification. C'est-à-dire que je me suis figé, je me suis auto-figé dans un truc. Et après, il peut y avoir bien sûr une étape dans laquelle après on assouplit le truc. Mais ouais, se cacher derrière l'énéatype, c'est encore ne pas vouloir se rencontrer, au final. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai besoin d'utiliser un modèle pour me raccrocher à des bouts de moi, ce que je peux faire beaucoup, tu vois. Mais il y a aussi des moments où
où l'idée c'est de lâcher tous les modèles, et du coup, parce que quand on est dans la rencontre avec soi, il n'y a plus de mental, il y a juste la présence à ce que tu sens en fait. Et donc il y a un temps pour lâcher ça aussi, quoi. Et ok, j'ai trouvé mon type, je vais voir tous les endroits dans lesquels ça vient résonner, ça vient toucher, et après je peux aussi me détendre là-dessus et juste aller rencontrer le vivant à l'intérieur. Ok, bon, je suis d'accord, prenons ce truc-là. Eh ben, ok, ça fait quoi du coup quand lui me déclenche la colère, quand je vois toutes les imperfections dans le monde qui me cassent les couilles, quand je vois les endroits dans lesquels j'arrive pas, ou que c'est pas assez bien, ok, ben je vais aller voir tous les endroits, ce que ça me fait vivre. Là, ça devient intéressant. Là, on est dans le vivant, dans l'organique. Ah oui, quand même. C'est là qu'il se passe des choses. Mais tu vois tout de suite comment c'est beaucoup plus impliquant, comment ça met à poil, comment il y a besoin de ressources, et il y a besoin à l'intérieur d'être suffisamment outillé pour pouvoir être là-dedans. Parce que sinon, on fait jamais rien par hasard. Si je me cache derrière mon énéatype, c'est que j'ai besoin encore de préserver une image de moi. J'ai besoin de préserver ce que je crois de moi. Et encore une fois, il y a un temps pour tout. Hein. Bah oui. Mais de voir. C'est impliquant, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le manque de nuances qu'on a dans ce monde. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus riche et plus intéressant pour chacun, plus beau, quoi. Sinon, on se rend compte de ce que c'est la vie, quoi, finalement. Bah oui, et l'errance, j'ai envie de rajouter que l'errance, elle fait partie du chemin aussi. C'est-à-dire que moi, me fourvoyer en croyant que j'étais de type 7 pendant des années, ça fait partie du chemin en fait. Ah oui. Se fourvoyer, puis après voir quand c'est bullshité, ah mais ok, parce qu'il y a du mensonge à soi-même, ah ok. Ça fait complètement partie du truc. Donc les écueils, il y en a plein évidemment, que ce soit soi-même de se figer sur son énéatype, ou d'enfermer les autres dans des énéatypes, et pareil, et de faire pareil ce que tu as dit sur soi, mais sur les autres. C'est-à-dire, ah ouais, mais lui il est con, c'est parce qu'il est 6, il est intolérant, machin. C'est pareil, c'est perdre la connexion, c'est perdre le vivant, c'est juste d'avoir la conscience qu'on utilise un modèle pour se protéger, pour se simplifier la réalité. Bon, tout modèle simplifie la réalité, mais là, c'est vraiment aller loin, quoi. Je me raconte que l'énéagramme, il peut être là pour recréer du lien, justement, dire, ok, moi je vois les zones de tension qui sont les miennes, ah ouais, toi t'es 6 ou t'es 9 ou t'es 8, ok, je vois les zones de tension qui sont les tiennes, et pour tous les deux, à nos endroits, c'est aussi difficile pour l'un que pour l'autre, ok, viens, on peut les communiquer de cet endroit-là, sans chercher à au contraire s'exclure et s'éloigner. Ok, toi parce que t'es si, en fait t'es qu'un con, t'es machin, t'es intolérant. Bof, pas très intéressant. Hein. Et pareil, on n'a pas besoin de l'énéagramme pour se taper sur la gueule, on fait ça depuis l'aube de l'humanité. Peut-être que ça peut être un pont, je trouve. Ce modèle peut être un pont aussi, parce que ça parle de notre humanité commune. Merci. Non, là, j'étais en train de dévier encore dans ma tête. Est-ce qu'on pourrait appliquer l'énéagramme à des groupes, tu vois? Est-ce qu'on peut... Je sais pas Bien si sûr. c'est... Ouais, tu vois, par exemple, je sais pas, une entreprise où il y a le service là qui serait 9, le service là qui serait 8, et puis on essaye de s'entendre. Enfin, ouais, Eh bien, carrément. Ça parle autant des... Tu peux imaginer que toute structure qui est figée, comme un ego, c'est une structure figée, mais les entreprises, les familles, tu peux t'amuser à typer toutes tes structures que tu veux. Hein. Tu peux le faire pour le fun, mais aussi juste pour un côté éclaircissement. Moi, avoir typé ma famille, ça m'a énormément aidé. Parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'ai eu du mal à vivre mon énéatype dans ce contexte-là. De voir que moi, du coup, avec un émotionnel préféré, vivre dans une famille qui a un émotionnel réprimé, ma famille a un énéatype mental avec émotionnel réprimé, et du coup, je comprends pourquoi je vis ce décalage, pourquoi je vis la douleur de garder ça pour moi, et ça explique énormément de choses. Donc c'est hyper intéressant, je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller chercher d'appliquer l'énéagramme à d'autres choses que juste nous. Enfin, c'est-à-dire moi, les autres et tout. Parce que je trouve que ça fait du sens. Appliqué aux familles, sur les pays, je trouve ça plus anecdotique, mais ça peut être intéressant. Tu parlais de guerre, de choses comme ça. Pareil, comprendre les énéatypes des nations, ça peut éclairer. L'énéatype des présidents aussi, parce que du coup, tu comprends le discours, d'où il vient, etc. Et effectivement, les entreprises aussi, qui est un milieu que je connais encore moins, mais pareil, bien sûr que les entreprises ont des énéatypes, et dans les slogans, ça en dit beaucoup, hein, les Just Do It, McDonald's, venez comme vous êtes. McDo, ça fait très neuf, il me semble. Hein. Il y a un côté très, très populaire, tout le monde y va, sans que ce soit notre resto préféré, ça fait comme un peu le pote neuf que tout le monde a, qu'on aime bien. C'est vrai. Oh, il y en a beaucoup qui n'aiment pas aussi. Hein, tu vois, quand même. Oh, le neuf peut ne pas être aimé par tout le monde aussi. Non, bien sûr, mais il y a une forme
les 9 sont souvent les personnalités préférées des Français, tu vois. Tu prends Omar Sy, un Zinedine Zidane. Ça veut pas dire que 100% des gens les aiment, mais ça crée une forme de cohésion parce qu'ils sont une forme de quelque chose de lisse que tout le monde aime, du coup, qui est agréable. Et pareil, je pense que tu peux retrouver ça chez les entreprises qui sont pas trop positionnent. Moi aussi, je pars dans mes délires, mais bref, ça peut s'appliquer carrément aussi dans un second temps à d'autres. À des entités, à des groupes. Mais carrément. Des familles, des lignées, Encore une fois, ça explique beaucoup de choses. Quand tu vois des familles, des sociétés qui se comprennent pas, ça peut être vraiment expliqué de ce point de vue-là aussi. Ouais, c'est vrai, c'est une autre clé de lecture. Et même toi dans ton rapport à ta propre famille et à ton propre processus interne d'individuation, ça explique beaucoup de choses. Parce que tu as ton énéatype, celui des gens de ta fratrie, éventuellement tes enfants, des parents, et l'énéatype de la famille dans laquelle tu as évolué, qui peut être... ça c'est en réflexion, mais qui peut être potentiellement l'énéatype du père, ou d'un grand-père, ou d'un truc d'une lignée familiale. Ça dépend, je pense, à quel point... J'ai pas encore assez d'échantillons pour dire, mais ça ressemble à quelque chose comme ça, et ça éclaire beaucoup aussi quand on est dans un process intérieur. Ouais, c'est intéressant ça. Ça te donne du grain à moudre, je vois. Oui, tu vois, je vais aller m'amuser. Mais tu peux, carrément. Merci. En tout cas, ceux à qui j'en parle, ça leur connecte des neurones et ça fait, c'est intéressant. Mais ouais. Je trouve que ça peut être éclairant dans un parcours thérapeutique. Ouais. Après les constellations familiales. Ça en fait partie. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça aussi. Hein. D'intégrer l'énéagramme, la constellation. Il y a Jérémy, un bonhomme qui m'avait interviewé, je sais plus dans quel sens c'était, non, qui était venu sur ma chaîne et qui m'avait parlé de ça, de ce truc de constellation et d'énéagramme. Il y a des ponts, on peut s'amuser à faire des ponts avec tout, mais du coup, oui, il y a de ça aussi. Hein. Surtout que des fois, pour finir là-dessus, là j'en parle avec une personne en ce moment que j'accompagne qui a beaucoup de type 6 dans sa famille. Je veux dire, beaucoup plus que les statistiques pourraient dire, il y a vraiment beaucoup de 6 dans sa famille proche, ce qui est rare du coup. C'est souvent une sorte de, je ne vais pas dire une répartition aléatoire, mais des fois, tout comme j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont raconté de lignées de 2, sa mère était 2, elle est 2, sa fille est 2, donc pareil, il y a des choses avec ça. Donc que ce soit en constellation ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas, ça donne une matière à aller bosser sur la systémique de la famille, peut-être même sur plusieurs générations, parce que quand il y a des énéatypes qui se répètent, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser, ou pas, mais potentiellement il y a quelque chose. Oui, ça peut être assez intéressant, j'imagine bien. Ouais. Est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait être complètement contre-intuitif dans l'énéagramme ou alors inconnu du grand public qu'est-ce qui serait surprenant à apprendre de l'énéagramme? Contre-intuitif, surprenant. Je sais pas, moi ce qui me vient, parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce truc-là, c'est la compulsion. La compulsion, ou évitement compulsif pour les intimes, c'est souvent assimilé à une peur, tu vois. Moi j'ai une base 3, le 3 il a peur de l'échec, ou je sais pas, le 9 il a peur des conflits. Et je crois que c'est quelque chose qui est très mal compris, parce que c'est pas une peur en fait. L'évitement compulsif, c'est un pan de la réalité qu'on ne voit pas. C'est comme la tache aveugle de l'œil. Tu connais ce truc-là, j'ai jamais utilisé la métaphore. Ouais. À l'endroit où le nerf optique s'insère, il n'y a pas de cellules rétiniennes. Donc l'œil, littéralement, ne voit pas, même si c'est le cerveau qui voit. Mais l'œil ne renvoie pas d'infos au cerveau, puisqu'il n'y a pas de... Et pourtant, quand tu regardes, là, moi je te vois, je vois ma pièce, je vois pas de trou noir nulle part. Il y a une tache aveugle, anatomique, pourtant, on la voit pas. Dans le psychisme, c'est exactement pareil. Il y a un pan de la réalité, que ce soit colère, que ce soit mes besoins, que ce soit l'échec, que ce soit la banalité, que ce soit le vide intérieur, que ce soit le sortir du cadre, que ce soit la souffrance, le déni ou le conflit, pour prendre les 9. Chaque énéatype a ce pan de la réalité qui ne veut pas, qui ne peut pas voir, qu'il n'est pas câblé, il n'est pas câblé pour le voir, parce que ça met trop en danger son système. Et c'est pas une peur, c'est bien plus que ça. C'est un évitement, c'est viscéralement un truc auquel il faut pas être confronté. Ça met en danger tout le système. C'est quand même dingue, faut faire. Ouais. Mais c'est trop marrant. À chaque fois que j'ai des 3, j'en ai un certain nombre. Quand on va parler d'échec, il y a un truc de non, moi j'ai jamais échoué et tout. C'est un sujet qui est profondément désinvesti. Ou les 8, je les vois, je me relie à eux, les pauvres. Hein. Les 8, j'en connais pas tant que ça, mais à chaque fois que je les vois, il y a un truc de
Soit ils ont un pépin physique, soit ils ont, tu vois, j'en connais un qui boite, j'en connais un, ils ont des troubles qui se traînent sur des années, de la fatigue et tout, parce que tout ce qui est relié à la faiblesse, c'est tellement pas un sujet, c'est tellement désinvesti que du coup, ils voient pas ces signes avant-coureurs que pourtant sont évidents pour tout le monde, tu vois. Et idem pour tous les énéatypes, en fait, on a tous cette compulsion qui structure toute notre personnalité, tout est centralisé autour de ça. On revient sur cette idée de polarisation que tu disais tout à l'heure, hein. C'est extrêmement polarisé à cet endroit, et on le voit pas. Parce que c'est inconscient, parce que le système, il tient, parce que ça tient parce que c'est inconscient. Dès que le sacrifice il est ramené à la conscience, il y a quelque chose qui change, qui switch. D'où encore une fois, je le redis, je le répète, parce qu'il n'y a rien à faire. Le simple fait de voir tout ça, ça fait bouger des choses, ça fait évoluer. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs, juste ramener à la conscience de certains de ces mécanismes, ça fait bouger tout seul. Donc la compulsion, très mal compris, et c'est pas juste une peur. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. Et il suffit de discuter avec n'importe quel énéatype, n'importe quelle personne, je veux dire, de son énéatype qui le connaît bien, si c'est son vrai type, parce que souvent on se trompe, hein, tu dis à la personne, tu lui parles de sa compulsion, d'exemples, etc. À chaque fois il y a un truc de... C'est hyper dangereux. Les neufs, ils t'expliquent bien à quel point, dès qu'il y a un conflit, ils ne savent pas forcément le nommer, le mettre en mots, mais en fait, ils prennent une distance, ils vont s'éloigner. Ça fait comme un aimant plus. Ils sentent qu'il y a une ambiance de conflit. Soit ils vont vouloir tout de suite l'éteindre, ils séparent les gens, soit ils vont fuir. Ça crée un truc où ils sont face à ce pan de la réalité qui est insupportable. Il faut pas y être confronté. Et c'est pareil pour tout le monde. Chacun son sujet. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Ça répond à ton côté contre-intuitif Oui, si, clairement, ouais. Non, parce que c'est pas facile de voir ce qu'on peut pas voir, quoi. C'est de toute façon. Non, c'est pour ça que c'est dur de trouver son type et que tout est extrêmement bien fait pour pas qu'on y soit confronté. C'est tout le propos. Et bon, après, ça répond peut-être aussi à mon autre question, qui est que si tu avais une seule chose à transmettre sur les néagrammes, qu'est-ce que tu choisirais, que ce soit parler des types, des centres, des vertus, observation, voilà. Si on ne devait donner qu'une seule chose à transmettre. Bah, je suis partagé. Je vais volontairement pas répondre à ta question parce que j'en ai donné 2. Mais je dirais les centres et la passion. Parce que la passion, c'est les 9 passions, c'est les 9 péchés, c'est nos pentes égotiques à chacun, qui sont intéressantes à voir parce que c'est l'endroit à chaque fois l'endroit où on va tomber, sans le sens du péché, c'est là où on va se détourner quelque part de qui on est. Donc il y a un usage plus nous au quotidien, ça nous donne un fil rouge pour voir à quel point on est en train de nous perdre, à quel point on est en train de passer à côté de nous. Et les centres, en premier je voulais répondre les centres parce que c'est assez simple à expliquer et que ça permet à tout le monde de voir de quoi on parle. C'est expliqué très rapidement, après il faut rentrer dans les détails un peu, mais en un quart d'heure t'as compris ce que c'est les 3 centres. Et puis tu peux facilement dire ok, bah toi tu vois, moi tu vois j'ai une base émotionnelle, c'est-à-dire l'image, machin, c'est sensible pour moi, mais du coup j'aime beaucoup l'interaction, ça fonctionne facilement, etc. Et tu vois, lui il est mental, lui c'est les concepts, les machins, et tout, donc lui se relier, l'émotion, c'est pas facile. Ça permet vite, tu vois, facilement d'avoir d'amener déjà à cette notion qu'on fonctionne pas tous pareil. Et que ouais, pour le grand public même, c'est assez facile à apprendre ce truc-là, tu vois, de comprendre, ok. Tu vois tous ces gens là qui vont faire le tour du monde, qui vont faire des expéditions, tu prends des Mike Horn, des mecs qui partent comme ça, qui font des mecs ou des nanas qui vont faire des centaines, des milliers de kilomètres comme ça, il y a une forte chance qu'ils aient de l'instinctif pas loin, tu vois. Et c'est pareil, ça permet de déculpabiliser, parce que si toi t'as l'instinctif réprimé et que tu fantasmes et tu dis mais moi pourquoi je devrais faire aussi plus de sport, de machin, mais du coup ça t'aide à avoir plus d'empathie envers toi, parce que tu dis mais moi je suis pas câblé comme ça. Donc faut pas que ça excuse, mais bref, ça aide à déjà vachement dégrossir d'une réalité un peu depuis nos yeux où on n'a pas des modèles pour nous expliquer telle personne, machin. Bah déjà juste d'avoir les 3 centres, de comprendre mental, émotionnel, instinctif, ça aide déjà beaucoup, je trouve. C'est déjà une super entrée en matière pour n'importe qui en fait. Oui, voilà. Ça reste simple et accessible. Bah ouais. Et maintenant, un petit
exercice pratique, est-ce que tu pourrais nous donner des petites astuces pour... Enfin, bon, après, ça va peut-être demander d'aller dans les 9 types à chaque fois, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais une astuce pour se décoller de son type au quotidien. Se décoller de son type au quotidien. Ben, pour moi, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail de chaque type, justement, parce que c'est de se voir à tous les endroits auxquels on est collé, justement. Enfin, c'est voir ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en fait, tous les zones dans lesquelles on est tendu et crispé, tout ce qui va nous activer. Ça veut dire qu'il y a notre type pas loin, tu vois. Si je reçois un commentaire haineux, méchant et que ça m'active, je sais qu'est-ce que ça va activer de moi, ça, je vois tout de suite, tu vois. Tu prends un œuf qui est en train de se perdre dans des vidéos YouTube, peut-être celle-là, et à profiter d'écouter des contenus pour pas se sentir, pareil, il peut s'en rendre compte, tu vois. Enfin, pour le neuf, c'est un peu différent parce que c'est presque plus l'absence de tension qui va l'informer, parce que justement, il va plus anesthésier et du coup pas sentir par rapport aux autres. Donc, c'est une nuance. Mais globalement, c'est pour se décoller de son type, je crois qu'il y a besoin de voir à quel point on y est collé. Et du coup, ça, c'est tout ce qu'on peut sentir de tension, de pensée qui se répète, d'émotions fortes qui reviennent, de sensations désagréables dans le corps. Ben, ça doit attirer, ça attire notre attention. Et en allant investiguer ça, en se posant, en médite, en observation de soi, ben, on a toutes les chances de... Ça va se décoller tout seul, encore pareil. C'est comme si plus je veux me décoller, plus je vais faire l'expérience de ne pas y arriver. Ouais, ouais. Alors qu'en voyant tous les endroits où je suis collé, ben, il y a un mouvement qui va se faire. Comme un truc paradoxal à cet endroit. L'observation suffit, quoi. Oui, franchement, ouais. L'observation et l'accueil qui va derrière aussi. Ouais. Parce que si j'observe et que j'observe et que je juge et que j'y vais avec du mauvais papa de mais ça c'est pas bien, mais quand même avec toutes ces années de méditation tu devrais pas en être là, t'as fait beaucoup de thérapie, c'est pas pour retomber sur ça. Si c'est la bof, hein. Mais si par contre ce que je vois ce que j'observe de moi, je l'accueille dans une grosse parenthèse, dans un gros câlin dans mes bras là, à l'intérieur, et j'accueille tout ce qui vient. Bah là, par contre, et là, naturellement, je me décolle. Ouais. Je laisse décanter un peu, tu sais. Ouais. Dès que je suis activé, c'est comme la boule à neige qui est secouée. Du coup, il y en a partout, c'est le bordel. Et juste, je me pose avec ce bordel, j'observe et tu sais, la neige, elle tombe. Et en fait, la clarté revient spontanément. Il y a pas, je crois qu'il y a... Ça finit par se décoller tout seul à un moment donné. Parce que quand on est très activé, on finit par s'en rendre compte. Au début, on met des heures, des jours. Et puis petit à petit, tu te rends de plus en plus vite compte que tu es activé, et puis après, de plus en plus en temps réel, tu peux t'en rendre compte que tu es activé, et donc l'ego a pris le lead. Et après, est-ce que j'ai les moyens? C'est une autre histoire, mais encore faut-il que j'ai les moyens d'observer le petit jeu, d'activer ma métacognition et de me recentrer tout seul. Des fois, c'est pas possible, des fois, j'arrive pas, donc ça peut demander de passer par un tiers, d'appeler un ami, d'en parler avec notre chérie. D'appeler un thérapeute, une thérapeute pour nous aider à nous recentrer, parce que des fois ça marche pas, hein. Et il y a plein de fois où ça nous dépasse, et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux et on peut ne pas y arriver, donc c'est pas grave, Oui. Mais déjà de voir à quel point on est collé, de voir comment ça se... Parce que tu t'en rends compte dans le quotidien, tu à un moment donné, au bout de 10 minutes, putain là, je me suis fait embarquer, quoi. Ouais. Et juste là, je me suis fait avoir, quoi. Ouais, et c'est le jeu, franchement, c'est le jeu, quoi. Bah oui. On peut pas faire autrement. Ouais. Non, je vois, ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne? On va imaginer qu'elle a vu juste sur son type, mais qu'elle débute juste, cette personne, et elle ne sait pas où mettre les pieds, comment s'y retrouver. Elle trouve ça super intéressant, l'énéagramme, elle ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? C'est une question qu'on me pose assez souvent, et je suis toujours emmerdé de répondre, parce que dans l'absolu, il n'y a rien à faire avec son type. Le type, c'est un bout de qui on est. Ça n'est pas l'entièreté de qui on est, sauf quand on est identifié. Mais du coup, justement, l'objet de l'énéagramme, c'est de voir l'endroit où on est identifié pour voir qu'on n'est pas que ça. Ouais. Donc, il n'y a rien à en faire, mais c'est de voir quand je suis en lien avec mon énéatype, je sais pas, c'est quoi
j'aurais envie de dire du coup, à toi qui nous écoutes peut-être, que c'est qu'est-ce que ça te donne spontanément l'élan de faire? Parce qu'il n'y aurait pas un conseil à l'absolu, dans l'absolu d'un truc à faire. Juste de voir qu'est-ce qui ferait du sens. Il y a des gens qui vont être appelés par... alors, je sais pas, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a souvent au début, on a trouvé notre type et peut-être qu'on a tapé juste, mais on ne comprend pas tout. C'est-à-dire que moi, j'ai mis des mois avant de capter certains de mes mécanismes. Je les comprenais, mais je ne me voyais pas. Mon mécanisme de défense, c'est l'identification. Je ne voyais pas ce que c'était. Je comprenais que voilà, tu t'identifies à des projets, des machins, mais c'était évident. Mais c'était sous mes yeux, mais du coup, je le voyais pas. Oui. Tout comme tu as beaucoup de 6 qui voient pas leur cadre, hein, tout comme tu as les 9 qui voient pas l'endroit où ils se coupent de... Oui, ils voient pas, exactement. Oui, moi personnellement j'ai vu ça avec le contrôle, je comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est dingue, hein, il m'a fallu du temps pour... Alors que c'est simple, ça, en fait. C'est comme toujours, c'est évident quand tu l'as devant les yeux, mais c'est tellement évident que ça l'est pas. Ouais. Donc ça peut être l'intérêt au début. Je trouve c'est intéressant de se laisser quelques mois, le temps de faire percoler et de voir de plus en plus précisément les différents mécanismes qui sont à l'œuvre. Ça peut être vérifié avant de travailler sur le type, c'est juste vérifier déjà est-ce que ça colle, en fait, ce que je vois de moi au quotidien, est-ce que ça colle, parce qu'on peut vite mettre les négatifs et dire c'est bon, c'est fini, et du coup de plus remettre en question alors qu'on s'est trompé. Alors que si on est à l'affût de ce qu'on vit à l'intérieur, ça peut vite ébranler ce qu'on avait mis comme hypothèse. Donc ça déjà c'est un point. Et puis après d'affiner, du coup, même si je pense que j'ai trouvé mon type, moi il m'a fallu quelques semaines avant de dire ok, est-ce que c'est plutôt mental, instinctif en soutien? Pareil, c'est évident, hein. Mais j'ai hésité au début. Donc pareil, ça va me demander, je vais à chaque fois voir des endroits différents, tu vois. C'est comme si, je reprends mon exemple tout à l'heure de la voiture, hein. Je suis en voiture, j'observe ma mâchoire, j'observe mes trapèzes, parce que c'était le focus qui m'était demandé. Mais d'autres fois, je m'amuse en conduisant à contracter le périnée, tu sais, à travailler le périnée, comme les trucs taoïstes. Puis à d'autres moments, je vais mettre ma conscience sur la respiration ou juste sur la conduite. Ou sur la vision périphérique, ou peu importe. Tu mets comme des focus à des moments. Là, c'est pareil, tu peux mettre un focus au début sur vérifier que c'est bien mon type. Puis après, le mois d'après, tu mets ton focus sur ma hiérarchie des centres. Tu vas être affûté sur tes centres. Mais comme toi, toujours comme un jeu, hein, comme pas un truc trop au sérieux non plus. Puis après, tu mettras ton focus sur et l'aile, du coup, plutôt, ça part plutôt de quel côté? Et puis après, sur les instincts. Et du coup, ça va t'amener de plus en plus de finesse dans les perceptions de comment tu fonctionnes. Et puis après, c'est quelles sont les zones de tension qui me posent le plus problème et sur quoi je sais que j'ai besoin de me détendre, quoi, tu vois. Est-ce que c'est sur la colère? Est-ce que c'est mon centre réprimé? J'ai trop désinvesti mon centre réprimé? Ou est-ce que c'est que je suis trop attaché à mon centre préféré? Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, il y a besoin de détendre le centre préféré. C'est en général un des premiers trucs. Parce que c'est l'endroit qui est hyper polarisé, le centre préféré. Parce que c'est de lui dont... Le fait qu'il y ait un centre préféré, dans une certaine direction, c'est lui qui va créer... me semble-t-il, là, comme ça vient comme ça, c'est lui qui crée la compulsion. Et c'est ça qui va hyper polariser tout le système et les mécanismes de l'ego, passion, fixation, mécanisme de défense, tout ce bordel n'est là que parce qu'il y a une suridentification au centre préféré. Donc voir ce centre préféré, le voir dans le quotidien, voir toutes les implications de ça, c'est intéressant. De voir, pour prendre un exemple concret, du coup, mon centre émotionnel préféré dans les deux directions qui s'identifie, par exemple, à mes projets, à épanescence, qui va se greffer dans plein d'endroits, en fait. Par exemple, je me mets à jouer au piano il y a 1 an et demi pour le fun, comme on disait en off, toi, avec la guitare. Je joue gratuitement, ça sert à rien, je joue du piano, c'est beau. Et puis, il y a une identification qui commence à se faire. Il faut que je progresse au piano, il faut que je joue bien, machin. Il y a un enjeu qui se met. À moi de garder la lucidité. Je ne vais pas empêcher mon ego d'exister, donc c'est ok, l'identification n'est pas un problème. Juste mon job, moi, c'est de me rendre compte, de faire tiens, le coquin, là, il s'est glissé sur un truc qui n'était pas utile à la base, tiens, il en fait un truc utile, tiens, il faut qu'on progresse, qu'on suive le cours dans tel ordre, il faut que j'en fasse plus. Et du coup, c'est juste marrant à voir, et juste ok. Enfin, c'est marrant, des fois, c'est fatigant aussi. Oui, hein, bien sûr. Attends, alors il faut que je me fasse plaisir, mais avant de me faire plaisir, il faut que je fasse d'autres choses. Tu vois. C'est ça. Oui, c'est là où ça demande vraiment beaucoup de douceur et d'empathie. Hein.
Et de savoir, et surtout dans ces endroits, de s'accueillir dans tout ce qu'on voit, parce que c'est pas Jojo. J'ai des personnes qui ont été bien emmerdées de trouver leur type et tout, qui ont eu vraiment eu une tendance à se fouetter en disant « Ah, mais c'est horrible !» En tête, une cliente quand elle a vu le type 2, et vraiment je la célèbre parce que c'est rare, un type 2 qui voit son orgueil et qui se le prend dans la gueule, ça fait très très mal. Hein. Ah ouais. Donc vraiment, je la célèbre de voir ça, parce que ça veut dire que ça demande suffisamment d'amour pour soi et de ressources à l'intérieur pour se voir à cet endroit d'une image qui nous arrange pas du tout. Peut-être qu'elle avait déjà assez travaillé sur elle-même pour pouvoir avoir ce recul. C'est sûr, bien sûr. Et de pas... je lui disais, attention Marie, l'idée c'est pas que tu prennes ça pour te fouetter. C'est pas... je veux dire, de toute façon t'as pas le choix. c'est là, c'est toi qui décides. Ce que tu décides après, c'est qu'est-ce que t'en fais. Une fois que t'as vu que t'as ça, ok, ben là après t'as plus de conscience, mais le mécanisme il est là. Moi, l'identification elle est là, j'ai pas décidé, tu vois, c'est comme ça. Par contre, à ma charge de voir, de pas me mentir à moi-même à l'endroit où je crois que je fais un loisir pour me détendre, et en fait ça devient un objectif, et je commence à me mettre un truc de pression, et ça devient une quête. C'est là où c'est qu'entre nous et nous, c'est de se rendre compte du petit manège, et c'est à chaque fois sur notre centre préféré. C'est l'endroit, c'est le centre qui est le plus névrosé, qui est le plus imbibé de tout ce bordel, parce que c'est de là que découle notre sentiment d'un jeu, d'une identité. Donc c'est là que tout est cristallisé, donc c'est là qu'on est constipé du bocal. Donc c'est là qu'il y a besoin d'amener de la conscience et de la détente. Donc pour chacun, c'est vraiment ça, pour tous les natifs, c'est une pépite d'aller voir à cet endroit. Notre centre préféré, c'est le siège d'énormément de tensions. Comme tu sais, comme t'aurais, on a chacun notre zone privilégiée. C'est toujours le trapèze qui va être tendu, l'autre ça va être tout le temps le bas du dos, ou l'épaule, chacun ses zones de tension. Mais du coup, tu sais que tu vas apporter une vigilance, une observation particulière à cet endroit. Et le centre préféré, c'est ça, quoi. On revient au corps. ouais, carrément. Bah oui, forcément. Ça m'amuse souvent quand il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi ça va Fabien, je suis en voie d'intégration, ou je suis plutôt bien intégré. » Ça me fait penser aux gens qui disent « Ah, moi j'ai pas de problème avec mon ego. » Ouais, par exemple, c'est ça. Non, moi ça va, moi je suis en voie d'intégration. Bon, pourquoi pas, mais souvent, justement, il y a une anguille sous roche, et d'être juste lucide là-dessus, et de pas se faire... alpaguer par notre de pas se donner l'impression qu'on a tout compris, qu'on est tout éveillé. C'est vraiment, je vois à quel point l'ego n'est pas une entité. Quand j'en parle, ça donne l'impression d'un truc qu'on définit, tu vois, genre un petit personnage qui est sur ton épaule et qui fait ça n'existe pas. L'ego, c'est un amalgame de trans hypnotique, mais qui va se cacher dans des recoins bien coquins, comme je disais l'exemple avec le piano, ou à l'époque, c'était Fabien qui veut devenir un entrepreneur successful, riche, qui réussit tout ce qu'il fait. Puis après, ça a muté. Il y a eu l'objectif d'exprimer mes émotions ou de sortir la tristesse. Mais du coup, quand ça devient un objectif, et ça devient... Pareil, ça perd de vue le... Je me perds en route quand je fais ça. Ouais. Alors, j'ai pas le choix, parce que ça se fait. Mais encore une fois, moi j'essaie d'affûter mon regard pour me rendre compte de tous ces recoins où il est derrière le canapé, comme le chat qui se cache là, et en fait il s'agit d'aller « Ah, je t'ai vu, ah, je t'ai vu ». Parce que ça a lieu tout le temps. Faut être détendu et en même temps vigilant. Donc, oui, c'est ça. Une vigilance, c'est vraiment les critères de la voie de l'évolution, quoi. C'est comme concentre-toi. C'est quand on imagine, tu dis à un enfant « Concentre-toi à l'école », alors et du coup il va faire... Mais la concentration, c'est pas crispé. Si je me crispe et que je me stresse, je vais pas être concentré. Je vais au contraire, un système nerveux qui est stressé, qui est traumatisé, il apprend rien, il mémorise rien. Au contraire, plus t'es détendu, tu te mets en mode alpha, et là t'es tranquille. Et la métacognition, ça se passe comme ça. T'es vigilant, t'es présent, mais t'es pas crispé, tendu, contracté, stressé. T'es juste en train d'observer, quoi. C'est important, parce que si pour se rajouter du stress et de la pression, c'est pas l'objectif. Oh non, ça c'est clair que donc, vraiment, ça arrive naturellement, assez facilement. Ouais. Ouais. Donc le corps, comme tu disais, c'est un vrai pilier, parce que ça nous fait voir tous les endroits. En fait, dès qu'on n'est plus vraiment là,
Il y a la respiration. Les gens, il y a des gens qui me disent je suis en apnée ou. Oui, ça. Enfin, je le vois moi-même. Enfin, c'est quand même à la base avec le yoga justement. J'ai beaucoup observé ça et je les vois les gens qui me disent mais là je respire pas. Moi, ça t'a permis de te rendre compte de ça. Bien sûr. Mais c'est dingue. On coupe souvent. Le souffle. On coupe en plus dans les moments où on en a encore plus besoin. Bien sûr. Ouais. C'est le souffle, le pneuma, c'est le souffle de l'âme ou je sais pas quoi. C'est pas pour rien qu'il y a toujours cette association. Qui nous traverse. Et c'est pour rien que toute la symbolique, dans toutes les traditions, méditation, il y a toujours une vigilance à la respiration. À la présence. Ouais. Et parce que la respiration, ça te ramène à ton corps, à la présence, ici et maintenant. Et c'est un très bon indicateur, notre souffle, de à quel point je suis là ou je suis pas là. Ouais, complètement. Pour conclure, je vais bien sûr, moi, conseiller ta chaîne et ton site. Épanescence, c'est ça ? Épanescence. Les deux, dans le nom de ta chaîne, tu vois. J'ai regardé beaucoup de vidéos, mais je sais même plus. Je peux peut-être l'épeler, parce que des fois les gens se trompent. EPANE2SENCE. C'est l'essence comme l'essence du gasoil. Enfin, l'essence, du coup. Oui. Et pas comme épanouissement, et essence comme l'essence. Voilà, donc pour le site et la chaîne. Et donc, est-ce que tu aurais, toi, des conseils, soit de lecture ou soit de vidéos à donner pour toute personne qui est à la quête de son essence, soit via l'énéagramme ou pas, d'ailleurs. Pour creuser l'énéagramme spécifiquement pour creuser l'énéagramme ou alors même quelque chose que toi, que tu aimes particulièrement et que tu as envie de conseiller à toute personne qui est sur un chemin d'évolution conscient. Ok. Moi, j'aime bien conseiller le Chevalier à l'armure rouillée. Oh, j'adore aussi celui-là. Oh là là. En plus, de tout petit jusqu'à très vieux, on peut le lire. Enfin, je sais que moi, je l'avais donné à mon filleul. Il avait 8 ans à ce moment-là. Carrément. Je pense j'aime bien l'idée de l'offrir à des gamins aussi. Et après, moi, je le relis chaque année, celui-là. Et il me touche beaucoup. Et ouais, le Chevalier à l'armure rouillée, parce que ça parle pas d'énéagramme, ça parle pas de... C'est un roman métaphorique et c'est... c'est très bien fait. Hein. Il y a quelque chose de juste se laisser pénétrer par ce que ça fait à l'intérieur, en fait. Et moi, rien que ce bouquin, il m'a tellement aidé dans mon propre cheminement. Ouais. Justement, surtout... Parce que la plupart pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vont être... Ça va leur parler, cette notion d'avoir une armure, de se protéger des émotions, ou d'avoir... Ça parle pas que d'un énéatype, c'est ça que je veux dire. Donc beaucoup de gens peuvent s'y retrouver dans ce truc-là. Et moi j'aime bien. Et un autre qui est un peu plus, je veux dire, pratique, c'est un livre très peu connu qui s'appelle Observation de soi de Red Hawk. Hawk, je crois, comme le faucon, un faucon rouge. C'est un livre qui donne un peu des outils qui parle essentiellement d'observation de soi. Et il a fait un bouquin qui n'est pas traduit, Self-Remembering. C'est un peu les deux faces de la même pièce en fait, qui sont très en lien avec ce que je raconte, c'est-à-dire que self-remembering, donc le rappel de soi, c'est me rendre compte que je me suis barré, que la présence n'est plus là, donc me rappeler à moi, ah oui, ok, c'est bon, je suis revenu. Et l'observation de soi, de regarder ce qui se joue en moi. C'est un peu les deux mouvements les deux premiers mouvements en tout cas, d'un processus de transformation à l'intérieur, quoi. Et c'est ça qui va aider aussi beaucoup à trouver son type, et cheminer tout le long, parce que quand on est juste dans notre tête, dans le mental, à croire qu'on est en train de se typer alors qu'on est juste en train de décrire des comportements qu'on a, et en fait on cherche pas au bon endroit, on cherche pas avec le bon outil, on est en train d'essayer de creuser un trou avec un tournevis, c'est pas adapté du tout en fait. Là où l'observation de soi factuelle, elle est c'est la bonne pelle pour creuser le bon trou, quoi. Ça va nous aider à creuser au bon endroit, et même de façon, c'est quelque chose que j'entraîne entre guillemets depuis des années, pas de façon religieuse, assidue et militaire, mais tous les jours j'ai un peu la conscience de son... Enfin, ça devient pas automatique, parce que c'est pas automatisable, j'ai l'impression, mais juste de sentir ton corps, ok, mon diaphragme il est comment là, puis comment je me sens émotionnellement là, de vraiment de ramener souvent la vigilance à l'intérieur, là comment je me sens, là c'est comment, et de comme ça de... La petite météo du jour, comme on dit. Ouais, c'est ça, entre autres. Une sorte de météo tricentrique, tiens, c'est comment dans la tête, c'est comment dans le cœur, c'est comment dans le corps. Et juste checker ça comme ça régulièrement, ça ne peut que faire du bien. Oui. Ça, c'est vrai. Un exercice que je faisais aussi, et que, tu vois, j'ai lâché. Mais c'est bien de le reprendre. Des fois, c'est ça. Des fois, tu as le côté exercice où tu mets
tu mets quelque chose pour ponctuer ta journée et ça a du sens pour essayer de créer une régularité. Puis à des moments, ça fait plus de sens parce que tu l'as peut-être intégré dans ton quotidien. Peut-être tu le fais quand tu te douches, peut-être tu le fais quand tu fais la vaisselle. Ouais. Et des fois, on y revient parce que y a des allers-retours. Parce qu'on a envie et puis on sait que ça fait du bien. Alors, ouais, puis des fois, ça fait une petite piqûre de rappel de se ramener, tiens, 10 minutes de méditation le matin pour réancrer. Et puis des fois, ça fait plus du tout de sens parce que tu dis, qu'est-ce que je vais. Quel intérêt d'aller mettre de la méditation pour mettre un temps de présence spécifiquement le matin, sachant que je peux être juste présente dans ma vie tout le temps en fait. Donc ça dépend pour qui, pour quand. Comme d'hab, il n'y a pas de remède universel. Ça n'existe pas un remède universel. Le poison de l'un et le remède de l'autre. C'est pour ça que je suis vigilant aujourd'hui sur les conseils. Tu vois, si tu dis aux gens, moi je recommande ça, t'as des 1 qui vont le prendre, ah ouais, faut que je fasse ça, ou des 3 qui vont, ah ouais, je vais être meilleur comme ça. Et du coup, c'est ceux qui auraient pas dû l'appliquer, tu vois. Donc des fois, il y a des gens qui ont besoin d'entendre, bon là, bouge-toi le cul un peu. Des gens qui ont un driver fait des efforts, comme le 4, le 7, le 9, qui peuvent avoir du mal à se mettre en mouvement, qui sont là, ah non, flemme. Eux, un coup de pied au cul, bon allez, on y va là. Eux, ça leur fait du bien. Parce qu'ils ont besoin à un moment donné d'un déclencheur pour s'y mettre. Mais tu dis ça à un 1, à un 3 ou un 8 qui se foutent jamais la paix, allez, vas-y, ça va les renforcer dans leur pente en fait. Donc là, on commence pas qui on a en face, je reste toujours toujours garder en tête qu'on est juste sur un discours si ça vous fait plaisir généraliste quoi, qu'on ne sait pas qui on a en face. Donc c'est pour ça que à toujours individualiser. Bien sûr, il y a les néatypes, mais il y a aussi le niveau de conscience de la spirale dynamique où tu as des gens qui vont, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, mais ça permet de, je recommande quand même aux gens d'aller voir parce que ça colore beaucoup les néatypes. Parce que quelqu'un qui est en bleu avec une vision très unidimensionnelle, blanc, noir, machin, on peut confondre ça avec de l'instinctif, typiquement, et croire qu'on est un, alors que pas du tout, c'est juste une vision bleue où les gens ils ont une vision extrême, blanc, noir, les gentils, les méchants, les riches, les pauvres, un truc très très duel. Le discours qu'on a là, pris depuis Orange, c'est ah ouais, je vais devenir une super personne encore, mais je vais m'améliorer, je vais gagner. Donc pareil, c'est tellement, comme d'habitude, ce processus-là, il est surtout après en individuel, quoi, avec toi, avec moi, enfin avec n'importe quel accompagnant. C'est profondément individualisé. Dès qu'on est sur YouTube, on peut être que dans des blabla de généralité et c'est bien normal, quoi. Oui. Après, moi je me dis de toute façon, ça parle à qui veut l'entendre et chacun prend les informations qui lui convient, quoi. C'est ça, c'est prendre ce qui te fait du bien, ce qui fait du sens pour toi, quoi. Ouais. On a toujours besoin de trier le bon grain de livret parce que dans le fond, on peut ne pas savoir ce qui est bon pour nous quand on est justement, moi j'ai beaucoup écouté. Oui, ça c'est un gros sujet, hein, ça. Ouais. On pourrait faire qu'est-ce qui est bon pour soi. Quand à quel on est, niveau, tu vois ça... quand on est embrigadé dans nos trans hypnotiques et qu'on ne se voit pas tel qu'on est, là justement on peut aller vraiment dans des zones où c'est pas bon pour nous. Ouais. Mais plus on lâche, on se détend et on va dans la réalité de mes émotions, mes besoins, plus et à cet endroit-là, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais ça peut demander un réapprentissage parce que selon les gens, on s'est plus ou moins coupé de ça avec éducation, avec famille. Avec, on peut s'être énormément coupé selon notre néatype aussi. Hein. On n'est pas égaux dans l'accès à nos besoins. Hein. Je crois que je connais peu de monde qui sait réellement ce qui peut être bon pour lui, quoi. Enfin, c'est ça. C'est pas au sujet. C'est pas un sujet ni à l'école ni dans les familles. C'est pas. La conscience à ce niveau-là, en tout cas, n'y était pas. Peut-être que ça commence à arriver. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Bon. On va terminer sur cette note positive, alors. Ça me va. Sur une belle évolution de conscience individuelle et globale. Ouais. Je te remercie beaucoup. Toute cette richesse que tu nous as apportée. Avec joie. Et longue vie à ta chaîne. Merci. À la tienne aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut.